watched over by machines of loving grace. I like to think, and the sooner the better, of a cybernetic meadow, where mammals and computers live together in mutually programming harmony, like pure water touching clear sky. I like to think, right now please, of a cybernetic forests filled with pines and electronics, where deer stroll peacefully past computers as if they were flowers with spinning blossoms. I like to think it has to be of a cybernetic ecology, where we are free of our labors and joined back to nature, return to our mammal brothers and sisters, and all watched over by machines of loving grace. Machine, nature. Nature, machine. Je me suis dit que j'allais essayer de voir, c'était quoi les limites entre nature, machine, où sont-elles, et surtout dans mon monde à moi, où est-ce qu'elles sont maintenant. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de modéliser, puisque je suis en animation, de modéliser des plantes en utilisant une sorte de nouvelle interface d'animation sur Blender qui s'appelle les Geonodes. Et je trouvais ça aussi rigolo parce que cybernétique, etc., avec des liens de rétroaction, c'est exactement ça qui se passe. Et donc ce node tree me donne deux variables que je peux contrôler et qui contrôlent la croissance de la plante. C'est un tuto que j'ai été chopé sur YouTube qui me permet, au fur et à mesure que la tige grandit, que les feuilles grandissent en fonction. Donc là, a priori, c'est sur cette piste-là que j'étais parti, puisque j'ai de la nature, des machines qui font de la nature. Est-ce que ça fait de la nature? Vu qu'il y a des boucles de rétroaction positives, négatives, est-ce que je peux obtenir des sortes de mêmes résultats que ce qu'on obtient dans mon jardin? Et après, si on arrive à parfaitement imiter la nature virtuellement, en quoi est-ce que... Where deer stroll peacefully past computers as if they were flowers with spinning blossoms. Peacefully. Bon, pour respecter le poème, je vais rester calme dans cette vidéo et je vais enchaîner tranquillement sur le fait que cette piste que j'avais a été interrompue par le dernier cours qui parlait d'économie, de souveraineté technologique, en faisant déjà un parallèle entre souveraineté, qu'on ait la main sur les graines qu'on fait pousser. Il y avait tout un parallèle avec finalement la paysannerie, le monde de la paysannerie, et le fait qu'il y ait de plus en plus des systèmes de brevetage de graines qui nous empêchent de pouvoir avoir accès, qui empêchent certains agriculteurs tristes d'avoir accès à des graines. Et on faisait le parallèle avec le fait que, finalement, on a accès à quoi en matière de technologie, où se trouvent les serveurs. On parlait de centralisation, décentralisation. Ça a germé dans ma tête. Live together in mutually programming harmony. Mutually programming harmony. Je sais, donc tu as parlé d'économie, je sais qu'on parlera de l'économie de l'attention. Donc je me suis dit que si j'ai envie de faire quelque chose qui m'intéresse et qui t'intéresse, peut-être prendre en compte ça. Et peut-être que plutôt que d'utiliser Blender pour faire quelque chose sur nature culture, virtuelle, organique, je pourrais peut-être faire quelque chose sur Blender itself. Et puisque Blender c'est aussi fantastique vu sous le prisme de se réapproprier les moyens de production. Non, en plus on est dans une école de recherche d'images, donc c'est intéressant d'utiliser des logiciels qui nous donnent plus d'emprise sur la production de ces images, et leur centre, leur headquarters est à Amsterdam, donc vraiment pas loin, c'est local. C'est le monde de l'open source, et en particulier c'est un business model qui fonctionne vraiment bien, puisque Blender se renouvelle. Comparé à d'autres programmes open source, il y a quelque chose qui se passe, et donc il y a un modèle à exploiter. Il faut dire aussi que je disais que j'ai envie de faire quelque chose qui soit par rapport à mon monde à moi, on va dire, ma sphère, ce à quoi j'ai accès local. Et moi je suis dans une famille d'économistes. Mon père qui est économiste, ma mère qui est économiste et ma sœur qui est économiste. Et donc je me dis, ça c'est à disposition. En plus,
ma sœur commence de plus en plus à s'intéresser, elle est new generation par rapport à mes parents, elle s'intéresse par exemple à tout ce qui est un peu plus économie circulaire. Donc je me suis dit, ben allez, je vais aller avec ces questions-là et je vais aller voir ma sœur et on va avoir une discussion. Avant ça, je vais regarder exactement Blender, c'est quoi exactement la licence. Là, je vois que c'est GNU GPL. Donc, on parle de GNU pour General Public License. Et GPL, c'est. Si on a copyright, on a aussi copyleft. Copyleft s'attarde tout particulièrement aux droits des utilisateurs et vise à préserver la liberté d'utiliser, d'étudier, de modifier et de diffuser le logiciel et ses versions dérivées. L'esprit et l'objectif. 4 libertés. Liberté d'exécuter le logiciel pour n'importe quel usage. La liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et de l'adapter à ses besoins, ce qui passe par l'accès au code source. La liberté de redistribuer des copies. Et enfin, l'obligation de faire bénéficier la communauté des versions modifiées. D'où ils tirent leurs fonds, comment ils tirent leurs profits et à quoi ressemble leur business model. On va un peu voir avec ma soeur comment ça tourne et pourquoi ça tourne si bien. Et est-ce que simplement en se renseignant comme ça, déjà on peut avoir une idée globale de comment tourne Blender et comment ça se fait qu'il se renouvelle avec une aussi grande fréquence, qu'il y a tant d'innovations, qu'il a une communauté grandissante de personnes qui sont fort impliquées, dont je fais partie. Moi j'ai déjà dépensé 50 € en tutoriel pour comprendre ce truc. Voilà, j'ai une sorte de bouillon de plusieurs questions et j'aime pas trop juste regarder des choses, des articles comme ça tout seul, je préfère avoir des conversations, donc je vais aller voir ma sœur. On a commencé la conversation avec la notion de... Enfin, apparemment Blender est passé par un stade et est encore en grande partie une SBL. C'est quoi une SBL? C'est quoi la logique de profit, de non-profit? On a parlé de public et de privé. Et donc ils peuvent redistribuer le profit de différentes façons. Et donc ça peut être, la rentrée d'argent peut aller vers les coûts pour les hardware, peut aller vers les salariés, leur offrir un salaire mensuel, et il y a plein de coûts auxquels une ASBL fait face. Et donc je pense que tu as quand même des dynamiques monétaires au sein de cette ASBL, notamment le fait que tu as des entreprises privées qui sont prêtes à mettre des travailleurs en temps plein pour bosser sur le développement de Blender, mais parce qu'elles savent très bien que c'est un logiciel qui fonctionne d'autant mieux que si elles avaient le développé elles-mêmes, parce que tu as des milliers de cerveaux qui sont prêts à développer ce software, mais en attendant, elles en profitent parce que c'est mis à disposition de tout le monde, quoi. Une des choses qui m'a marqué dans cette conversation, c'était cette idée de... En fait, Blender crée un socle commun de savoir mis en commun, d'applications, de fonctionnalités gratuites et disponibles à tous. Et des particuliers et des entreprises privées viennent par-dessus ce socle, rajoutent des connaissances et même payent les salariés pour faire en sorte que ce socle commun s'enrichisse et on va dire monte plus haut. C'est l'image que j'ai. Et j'aime bien cette image de socle, l'idée qu'elles ne sont pas toujours obligées de repartir de zéro. On a vraiment un... Parce qu'en fait, c'est vraiment te dire qu'au plus de gens réfléchissent à tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, à toutes les fonctionnalités qu'ils ont besoin, au plus tu construis de la connaissance et tu peux avoir des choses de plus en plus performantes, quoi. Ce que tu dis, c'est que Blender, évidemment, échappe pas à la logique de profit, mais que c'est une sorte de logique de profit un peu décentralisée, que chacun a vraiment besoin de quelque chose et prend appui sur une connaissance qui a été mise en commun. C'est un peu ça, si on mettait en quelques mots. C'est une organisation sans but lucratif, mais sans but lucratif, donc ça veut dire que leur objectif n'est pas de faire du profit à tout prix. Sur cette partie-là, on s'est pas trop compris, mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais l'impression de notre conversation qu'il y avait ce truc où, en fait, il y a plein de personnes qui vivent de Blender, même sans que Blender le sache, et que je trouve ça intéressant, qu'il y a des personnes qui se font plein de fric, comme on pourrait se faire du fric de Photoshop, mais là, il y a des personnes qui aussi contribuent à développer Blender, et le rendent accessible, et qui font du profit. Et c'est pour ça que j'ai dit un peu logique de profit, un peu décentralisé, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose d'un petit peu tentaculaire. Donc, toi, tu me parles de quelque chose d'open source, où tout le monde est libre
de modifier le logiciel et d'aider à son développement. Mais comme je vois que derrière, il y a un organisme sans but lucratif, ça veut dire que tout ça est quand même au final géré par quelque chose. C'est pas juste de la connaissance qu'on met en commun pour former une plateforme. Il y a quand même une sorte d'organisation qui permet de, au final, trier qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien pour le développement du site. Il y a une tête. Donc du coup, ça fait déjà plus de sens d'un point de vue de comment tout ça peut être organisé à une si grande échelle. Donc dans ce dernier extrait, avec ma sœur, on a parlé un peu de hiérarchie. Parce que finalement, moi ce que je connais de Blender, c'est surtout son horizontalité, puisque j'ai accès aux différentes plateformes, aux tutoriels, aux services qui sont mis à disposition, etc. Et ce à quoi j'ai moins accès, c'est la verticalité, c'est-à-dire qui prend les décisions dans Blender, qui est responsable finalement de toutes ces updates, où vont ces updates, quels sont les motifs, les valeurs, qui prend les décisions. J'ai parcouru Souveraineté technologique, volume 1 de Alex Haché. Mais il faut avoir conscience du fait que ce n'est pas parce qu'on adopte des méthodes de décision par consensus et que l'on tend à une certaine horizontalité qu'un collectif rompt totalement avec les rapports de pouvoir et les privilèges. Tout collectif les affronte à des niveaux d'intensité variables dans le temps. L'essayiste féministe Jo Freeman a élaboré des théories sur cette tyrannie de l'absence de structure, en expliquant que ce soi-disant vide vient souvent accompagné d'un leadership informel, non reconnu et inexplicable, et qui est pernicieux car sa propre existence lui est niée. Il est donc important de prendre conscience des rôles et des tâches exercées par les participants du projet et voir la façon dont ces derniers s'auto-responsabilisent. Voilà, j'aimerais terminer avec, on va dire, la dernière étape de ma trajectoire. Ça a été de poser une question à la communauté Blender Stack Exchange. Donc là, je vais te montrer une question que j'ai posée il y a 3 jours, 3 days ago, qui a été vue 63 fois. Et il y a quelqu'un qui m'a... Enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu, mais il y a une personne qui m'a répondu et qui a dû passer, je sais pas... j'ai l'impression qu'elle a passé une demi-journée sur la réponse qu'elle m'a donnée sans qu'il y ait eu d'échange monétaire. Where we are free of our labors. Mon émerveillement, c'est comment cette communauté, comment elle a pu générer un tel taux d'engagement en fait. Voilà, c'est la dernière question de cette petite trajectoire et on verra où ça va m'amener. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et j'ai hâte d'avoir cours sur économie de l'attention. Voilà.